C'est un électrochoc pour faire réfléchir, ça. L'idée générale, c'est qu'on ne peut pas attendre comme ça, passivement, que peut-être l'Ukraine va s'effondrer. Ah, c'est triste. Bon. Est-ce que c'est un message aussi à Vladimir Poutine, qui, semble-t-il, ne comprend que le rapport de force et comment vous l'interprétez? Ça dépend de la suite. Alors, dans l'immédiat, c'est pas un message dissuasif, parce que Macron dit rien n'est exclu. Et tous les autres disent si, il n'y a pas de troupes au sol, ce qu'il n'a pas dit exactement, d'ailleurs. Bon. Mais à mon avis, Poutine, il attend la réaction américaine par rapport à ça. Si on arrive à réengager les Américains, malgré le blocage de Biden, malgré l'idée du retour de Trump, et que c'est l'ensemble de l'Alliance qui dit oui, on va empêcher Poutine de gagner en Ukraine, on revient sur des questions d'avions, de missiles, mais pas des questions de troupes. Ça, c'est le signal qu'à mon avis, Poutine doit regarder. Il doit savoir que les réactions, disons, précipitées des dirigeants européens, vous savez, c'est compliqué de gérer les démocraties d'opinion aujourd'hui. Il doit savoir que c'est pas le dernier mot. Donc, regardez la suite par rapport à ça. Et la suite, pour moi, c'est réengagement américain ou pas. Donc l'analyse, Hubert Védrine, que vous en faites ce matin est très différente de ce qu'on a entendu ces derniers jours. C'est pas du tout un manque de maîtrise de sa parole d'Emmanuel Macron. Au contraire, ça agit comme un électrochoc, comme s'il avait voulu prendre les devants pour un petit peu provoquer une réaction forte, quitte ensuite à ne pas aller jusqu'au point où la ligne blanche des troupes. C'est ça, au sol. Okay. Je ne suis pas son porte-parole et je ne suis pas dans sa tête. Mais vous comprenez bien donc, le jeu diplomatique. Avec vous. Je dis, quelles que soient les raisons, quelles que soient les motivations, quelles que soient les circonstances, la question posée ne peut pas être balayée. Qu'est-ce qu'on fait si l'Ukraine est sur le point de craquer? Donc cette question va cheminer. Et moi, je voudrais qu'elle ne chemine pas uniquement dans la tête des Européens, mais que ça nous renvoie à Washington. Je rappelle que les États-Unis, c'est les États-Unis qui ont accepté de faire l'alliance. Truman, en 1949. Bon, ils ne sont pas en Europe pour des raisons caritatives, ni philanthropiques. Ce n'est pas simplement une compagnie d'assurance qui dit « j'arrête de vous protéger parce que vous ne payez pas ». Donc il y a un problème d'enjeu mondial pour les États-Unis. Si les Européens avaient bâti depuis le temps une Europe de la défense, ce n'est pas le cas. Bon, on dirait, bon, les signaux qui viennent des États-Unis sont pas très bons. Entre le Congrès, les signaux qui viennent des États-Unis sont pas très bons. Entre ce que dit le Congrès qui bloque l'aide et Trump qui dit que si vous ne payez pas, on se retire. Et alors, est-ce qu'il faut s'incliner devant ça? Qu'est-ce que ça veut dire s'incliner, Hubert Védrine? C'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce que, de votre point de vue, jusqu'où faut-il aller dans la défense de l'Ukraine et des Ukrainiens? Est-ce que vous mettez des limites ou alors... Non, on n'en est pas là. On en est à empêcher que l'Ukraine, l'armée ukrainienne, soit vaincue. C'est ça l'urgence. Tout le reste, on verra après. Mais il n'y a pas de raison de faire des masochistes européens. Ça ne concerne que nous. Il n'y a pas de raison non plus de faire un peu de bravache européenne. Comme l'avait dit le président de la Commission, Jacques Santer, il y a longtemps, au début des guerres yougoslaves, quand il avait dit « c'est l'heure de l'Europe ». Non, ce n'est pas que l'heure de l'Europe, c'est l'alliance. Et moi qui suis gaulo-mitterrandien, vous le savez, on n'est pas de la même famille politique, je suis gaulo-mitterrandien historiquement, mais je sais bien que l'Europe de la défense, que j'appelle moi aussi de mes voeux, n'existe pas aujourd'hui. Il n'y a pas les moyens, il n'y a pas la volonté, il n'y a pas le mode de décision. Donc il faut réimpliquer les États-Unis, en dépit de ce que vous dites, c'est-à-dire blocage de Biden, perspective de Trump. Il n'y a aucune raison d'être les bras ballants devant ça. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'essaie de traduire concrètement votre propos. Oui. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Faire en sorte que l'Ukraine ne perde pas et que la Russie ne l'emporte pas? Qu'est-ce que ça peut dire? À terme, ça veut dire quoi? Un effondrement de Poutine? Un retrait complet des troupes russes de l'Ukraine? Une reconquête des territoires perdus? Des concessions territoriales? Vous mélangez la conjoncture et à terme. Parce que ça finit par se croiser un peu. Non mais, d'abord, il faut empêcher le risque de l'effondrement de l'armée ukrainienne. C'est ça la priorité. Et je ne crois pas que les Européens, même s'ils se remettaient mieux d'accord que la semaine dernière sur ce qu'ils peuvent faire en plus, ils peuvent certainement faire plus, je ne crois pas que ça suffise. Et il n'y a pas de raison de dispenser les États-Unis de leur rôle de leader de l'Alliance. Donc par rapport aux États-Unis, il faut également ne pas être inhibé. Et il y a donc le Congrès comme cible, encore plus que la Maison-Blanche. Donc il y a des choses à dire. Encore une fois, est-ce que les Américains aujourd'hui, alors leur système dysfonctionnel, et on entend n'importe quoi, mais ils sont la puissance numéro 1. Ils ne vont pas préserver leur position, leur mode de vie, leur niveau, en étant isolationnistes bêtes. Alors qu'ils ont pratiqué un mélange des deux, toujours. Isolationnisme, interventionnisme. Ah bon. Donc il faut réintégrer ça. Et pour moi, c'est l'addition et la redémonstration de la volonté européenne, mieux préparée que la fois d'avant, et de la détermination américaine qui peuvent faire réfléchir Poutine